Ok, alors je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Amandine Bourillon de Lagrange, qui est notaire et qui travaille chez Desjardins. Et je suis Ludovic Le Dragouec, je suis avocat chez De Grands Pré Joli Cœur. Et on vous retrouve aujourd'hui pour une formation sur la fameuse loi interdisant l'achat d'immeubles résidentiels par des non-canadiens qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et qui va l'être pendant 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, c'est une nouvelle qui nous est arrivée aux prémices de l'été 2022. Cette volonté, cette intention du Parti libéral au gouvernement d'empêcher les non-canadiens d'acheter des immeubles résidentiels dont la nature sont réglementées, on va vous en parler, pendant une durée de 2 ans, une sorte de gel des investissements. Et la loi est donc arrivée le 22 juin de mémoire, 22 juin 2022, pour entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Il y avait dans cette loi plusieurs références, plusieurs occurrences à un règlement qui devait intervenir et qui devait donner quand même beaucoup d'informations, beaucoup de détails pour savoir comment allait s'appliquer cette loi. On l'a attendu longtemps, le règlement, et il est finalement arrivé le 21 décembre, donc 10 jours avant l'entrée en vigueur. C'était vraiment in extremis pour le recevoir. Donc, ça nous a permis, pendant les vacances, de se pencher là-dessus et de voir de quoi il retournait exactement. Puis, c'est l'objectif de notre courte formation d'aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'on fait juste une formation de présentation de 30 minutes, mais vous avez toutes vos questions après qui pourront suivre et qui pourront permettre de rentrer dans le détail s'il y a besoin. Donc, Amandine et moi avons déjà tenu des conférences pour des publics plus spécialisés, de courtiers, au mois de novembre, au mois de décembre, qui se posaient évidemment beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il allait advenir des ventes aux non-canadiens. Alors, on appelle ça non-canadien dans la réglementation pour le politiquement correct, mais on vise évidemment les étrangers. Donc, moi, quand j'ai lu cette loi pour la première fois, j'ai été passablement sous le choc. En fait, déjà de voir la brièveté de la loi. C'est une loi qui fait vraiment 3 pages, à peine. Article 234 à 237. Voilà, c'est extrêmement court. Et quand on le lit, on a une sensation, à un moment, on se demande, mais est-ce qu'on n'est pas devant une forme de discrimination? Et en fait, quand on lit la Charte des droits et libertés, ben, c'est une charte qui protège les Canadiens, les Québécois pour la version québécoise, les Canadiens pour la version canadienne, mais qui ne protège effectivement pas les étrangers. Alors, il ne peut pas y avoir de discrimination envers ces personnes-là, parce que ce n'est pas ça qu'on légifère. Mais dans les faits, c'est une loi finalement extrêmement protectionniste envers le pays pour effectivement bloquer tous les investissements et empêcher la spéculation immobilière et faire en sorte que le marché se calme. On peut regretter que ce soit une loi qui arrive maintenant. Je pense que la volonté du Parti libéral était surtout d'empêcher ce qui s'est passé pendant les quelques années qui ont suivi la pandémie, donc 21 et 22. Qu'elle arrive en 23-24, est-ce que ça va vraiment avoir l'effet escompté? On verra ce qui en ressortira. Alors, après ce bref mot d'accueil, je vais donner la parole à Amandine qui va vous faire part de cette période de 2 ans qui s'amorce. Eh bien, bonjour à vous tous. Donc, comme l'évoquait Ludovic, lorsqu'on avait parlé de cette loi ici au cabinet, on se disait, ben non, c'est pas possible, ça va sortir, mais t'es certain, t'es certaine? Il y a eu la censure. Oui, c'était dans le budget fédéral introduit au sein d'une longue loi, et c'était des petits articles, de l'article 234 à 237. Donc, pour faire vite, ce moratoire dans le temps, comme le disait Ludovic, c'est
Ça va être applicable sur 2 ans, du 1er janvier 2023 et ça va aller jusqu'au 31 décembre 2024. Il l'a précisé, le but initial, c'était des ambitions politiques. Des ambitions politiques qui étaient là dans l'optique de lutter contre l'inflation et de ralentir la spéculation immobilière. C'est vrai que ça, c'est loupé sur ce coup-là. Elle arrive peut-être un peu tard, mais là, nous avons eu la longue attente suite à ça du règlement. Donc, cette loi est sortie, il y a eu tout ce questionnement. On a vu qu'il y a eu des consultations avec la SCHL qui étaient organisées. Il y a eu un document de consultation qui a été disponible un temps sur le net. Et puis, ça s'arrêtait au 16 septembre. Il y avait des encadrés dans ce document qui donnaient une petite idée, qui correspondent beaucoup au contenu du règlement sorti. Et là, on a eu la longue attente jusqu'au 21 décembre, donc 2022, pour venir décortiquer et aller chercher les portes de sortie que nous attendions et nous ne les avons pas toutes eues. Vous allez voir. Je laisse ce bout-là à Ludovic par la suite. Donc, dernièrement, donc, au 21 décembre, il y a eu un communiqué. Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion est venu faire un petit communiqué en disant que les logements ne devraient pas être des simples biens, ils sont conçus pour être habités, un endroit où les familles peuvent s'enraciner, créer des souvenirs et bâtir une vie ensemble. Grâce à cette loi, nous veillons à ce que les logements appartiennent à des Canadiens et à des Canadiennes dans l'intérêt de toutes les personnes vivant au Canada. Nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour que tous les résidents du pays aient un logement qui est abordable et qui répond à leurs besoins. Vous verrez, depuis le 1er janvier, il y a des articles là-dessus. Dans la presse, Le Devoir, au 1er janvier, là, premier de l'année, on a eu les articles qui sont parus. Je vous l'ai dit, donc, le document de consultation ébauche de la SCHL, si vous voulez comparer au règlement, puis c'est un peu vulgarisé, il est remis en ligne. Vous pouvez le trouver facilement sur le site de la SCHL. Mais je vais repasser dans tout cet historique, cette application dans le temps, la parole à Ludovic, parce que suite à l'apparition du règlement à la Gazette le 21-2022, on a eu une petite onde de choc là, dans la communauté juridique, c'est qu'on attendait une précision sur les avant-contrats. Qu'est-ce qu'on va faire des promesses de vente signées avant le 31 décembre 2022 et même des contrats préliminaires signés avec des promoteurs dont le transfert de propriété et le passage chez le notaire doit se réaliser au-delà du 31 décembre 2022. Je le repasse la parole à Ludovic. Alors effectivement, vous l'aurez compris, cette loi et ce règlement visent à interdire l'achat. Alors, je vais vous donner les détails de quels sont les immeubles résidentiels qui sont visés, mais par achat, on entend la signature de l'acte d'achat ou de l'acte de vente devant le notaire. Donc, vraiment, l'acte transfère la propriété d'une personne à l'autre. Évidemment, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait avec les promesses d'achat et les contrats préliminaires. Donc, les promesses d'achat sur du vieux, de l'ancien, les choses ont pu s'organiser, je dirais, avant le 31 décembre, si il y avait vraiment une volonté d'acquérir la propriété. Mais quand on est dans du neuf, ben, il y a bien des choses qu'on ne peut pas accélérer. Je vous explique pour que vous compreniez bien le contexte. Quand on achète du neuf sur plan, on promet d'acheter une unité alors qu'elle n'est pas encore construite. Donc, on achète sur plan un lot qui n'existe pas encore. Et là, la construction s'amorce et vous serez en mesure de signer un acte de vente qui correspond à ce que vous vous êtes engagé à acheter dans la promesse, seulement quand la construction sera faite et surtout seulement quand le lot cadastral sera établi. Mais tant qu'il n'y a pas de lot cadastral et tant qu'il n'y a pas de déclaration de propriété d'inscrite sur le lot, on ne peut pas passer la vente. Alors, dans ce cas-là, du neuf, eh bien, il y a un enjeu, une difficulté réelle, parce que depuis le 1er janvier 2023, on ne peut plus, le notaire ne peut plus signer l'acte de vente de tous les contrats préliminaires qui se sont signés avant le 31 décembre 2022. Et vous l'aurez compris, ça concerne beaucoup de monde quand on voit le nombre de chantiers et de constructions qui se sont engagés depuis le début de la pandémie. C'est un véritable essor au niveau de la construction.
Donc, on espérait effectivement que le règlement puisse venir nous dire est-ce que les contrats préliminaires et les promesses d'achat sont visés par l'interdiction? Est-ce qu'elles constituent elles aussi un achat au sens du règlement, ou est-ce qu'au contraire, on peut les considérer comme une sorte d'exception, et si un contrat préliminaire a été signé avant le 31 décembre 2022, nous pouvons tout de même passer la vente en 2023 et en 2024. Alors, il n'y a pas eu de réponse le 21 décembre, malheureusement. Et donc, de toute façon, comme le règlement avait été publié très tardivement, le 21 décembre, il y a une procédure judiciaire qui a été engagée devant la Cour supérieure pour adresser la question au tribunal. Donc, c'est une procédure qui a été engagée par notre bureau et qui est donc âprement suivie présentement parce que tout le monde attend la réponse à cette question que le tribunal pourrait donner par cette demande de jugement déclaratoire qui vient vraiment poser cette question. Est-ce que tous les contrats préliminaires signés avant le 31 décembre 2022 peuvent être exécutés même pendant l'interdiction? Alors, c'est une procédure qui suscite évidemment beaucoup d'intérêt, également de la part de la Chambre des notaires, puisqu'on se rappelle que la Chambre des notaires, dans son infolettre du 22 décembre 2022, avait fait mention de ça pour tous les avant-contrats signés avant le 1er janvier 2023, et elle se contentait de faire référence au fait que la Cour supérieure était saisie d'une demande pour trancher le débat et que la Chambre suivra les développements dans ce dossier tout en s'abstenant de se prononcer sur le sujet dans les circonstances. Il faut savoir que quelques jours avant cela, quelques semaines avant cela, la Chambre avait effectivement émis la recommandation auprès de ses notaires de ne pas passer, de ne plus passer d'acte de vente, de ne plus signer d'acte de vente à partir du 1er janvier 2023. Alors, rien de clairement défini, une audition qui est fixée pour dans quelques jours et que nous suivrons tous avec grand intérêt via les réseaux sociaux et la presse, j'imagine. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler tantôt des immeubles résidentiels qui sont visés par l'interdiction. Mais d'abord, Amandine va vous parler de quelles sont les personnes qui sont touchées par le moratoire, quels sont ces non-canadiens et est-ce qu'il y a des exceptions? Alors ça, c'est sûr que pour notre auditoire aujourd'hui qui se pose les questions, qui découvre cette interdiction tardivement et qui n'a pas eu tous les développements des conférences que l'on a faites précédemment, on a décortiqué les articles. Là, aujourd'hui, on vous présente et la loi et le règlement. On ne se repenche pas sur les articles, on va faire ça de manière plus fluide. Et je vais vous énoncer donc les personnes touchées par le moratoire et par la loi et par le règlement qui l'a un peu élargi. On attendait des portes de sortie un peu plus larges et puis je dis en souriant qu'on a des petits trous de souris. Donc, selon la loi, qui sont ces personnes non canadiennes qui vont être touchées par le moratoire? Donc, on a un individu autre qu'un citoyen canadien, un individu autre qu'un résident permanent du Canada, et on va avoir, et ça c'était déjà dans la loi, une personne inscrite à titre d'Indien, sur le régime de la loi sur les Indiens. Elle venait préciser aussi que cette loi, pour ne pas trouver des tours de passe-passe, s'appliquait également aux sociétés établies au Canada, qui sont privées, donc cotées en bourse au Canada et contrôlées par un non-canadien. Ce que le règlement a fait là-dessus, parce que forcément on s'est dit, ok, mais jusqu'à quel point? Donc là, le règlement est venu donner la définition de contrôle. La loi le prévoyait que cette définition de contrôle dans les sociétés serait précisée par règlement. Donc le 21 décembre, il est venu nous dire qu'il s'agit de la propriété directe ou indirecte d'actions de type de participation de la société ou de l'entité représentant 3% ou plus de la valeur des capitaux propres de celle-ci, ou conférant 3 ou plus de ses droits de vote, ou le contrôle de fait de la société ou de l'entité directement ou indirectement par l'intermédiaire de la propriété d'un accord ou autrement. 3%, là, c'est vraiment très peu. Quand je dis qu'on a des trous de souris, c'est tout petit. Et puis, donc, si on comprend bien, pour ce qui est des personnes physiques, donc on a dit ceux qui peuvent encore acheter, ça va être les citoyens canadiens et résidents permanents. Sur les résidents temporaires,
c'était quoi en fait la porte de sortie? On s'attendait à quelque chose là-dessus. Donc là, on va avoir deux possibilités ouvertes là, par le règlement, mais c'est très fermé quand même. On va avoir des étudiants, donc les résidents temporaires qui étudient au Canada, mais il faut qu'ils répondent à certaines conditions, et notamment être inscrits dans un programme d'études autorisé dans un établissement d'apprentissage désigné au sens du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et il va falloir une déclaration de revenus pour chacune des 5 dernières années d'imposition, avoir été au Canada sur 244 jours pendant chacune des 5 années civiles précédant l'année de l'achat. Et en plus, là, le prix d'achat est d'un maximum de 500 mairies pour les étudiants. On va avoir une précision pour les résidents temporaires qui travaillent au Canada. Donc là, il va falloir être titulaire d'un permis de travail valide ou avoir l'autorisation de travailler au Canada. Et c'est très fermé aussi puisqu'il faut avoir travaillé à temps plein au Canada pendant au moins 3 ans pendant les 4 dernières années et avoir une déclaration de revenus pour 3 des 4 années d'imposition précédant l'année de l'achat. C'est quand même très restreint aussi. Autant dire que la personne qui vient de tout vendre et d'arriver au Québec pour réinvestir avec son permis de travail, elle est bloquée par le moratoire. Ils avaient déjà précisé dans la loi que la personne protégée, la personne réfugiée, s'y répondent à certaines conditions, elle n'était pas touchée. Le règlement l'a un peu étendu aux personnes réfugiées, personnes demandant l'asile, personnes vivant une crise internationale. Là, c'est des articles de la loi, de certaines lois qui sont un peu plus précises, mais je vais passer ici. Membre accrédité de mission étrangère au Canada, alors là, il faut être titulaire d'un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle ou de représentant spécial valide et délivré par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. C'est pareil, on s'entend que c'est vraiment un nombre minime de personnes ici touchées. On avait par contre déjà dans la loi également le fait que vous pouvez acheter un immeuble résidentiel si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui est citoyen canadien, personne inscrite à titre d'Indien sur le régime de la loi sur les Indiens ou un résident permanent. En fait, les trois personnes qui peuvent acheter là dans la loi que je citais au début, si vous êtes leur époux, conjoint de fait, bien là, vous êtes autorisé à acheter également. Et je vous citais la loi sur les Indiens, ils ont rajouté que le règlement est venu préciser que l'interdiction ne s'appliquait pas si elle était compatible aussi avec les droits qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. On est venu englober là-dedans les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Parce que la loi sur les Indiens, c'était trop restreint. Et c'est tout. Comme je disais que c'était des petits trous de souris, il faut quand même donc retenir que si on est résident temporaire, il faut quand même avoir une présence sur le territoire et des déclarations d'impôts pour pouvoir prétendre en fait à l'accès à la propriété. Au niveau des immeubles maintenant, donc la loi indique qu'il est interdit à tout non-canadien d'acheter directement ou indirectement tout immeuble résidentiel. La loi donne ensuite une définition de l'immeuble résidentiel. Je ne vais pas vous la lire parce que vous allez avoir un choc. Mais concrètement, les immeubles résidentiels qui sont visés par la loi, c'est une maison ou un bâtiment qui comprend au plus 3 logements, 3 locaux d'habitation. Donc, ça comprend les condos, ça comprend une maison unifamiliale, et ça comprend un duplex, ça comprend un triplex. Ça ne comprend pas, en revanche, les bâtiments de 4 logements et plus. On se souvient, Amandine et moi, du document de consultation de la SCHL qui avait été mis en ligne, qui avait été retiré, qui avait été remis en ligne, et qui avait largement servi de base à l'établissement du règlement, qui en fait, somme toute, est quasiment l'identique des recommandations de la SCHL qui dataient de plusieurs mois auparavant. Alors, ce document de la SCHL indiquait noir sur blanc que effectivement l'interdiction avait été rédigée de cette façon pour spécifiquement exclure les immeubles de 4 logements et plus. Alors, quelle que soit leur localisation dans le Québec, dans le Canada, les immeubles, donc les 4plex et les immeubles de plus de 4 logements, ne sont pas l'objet de l'interdiction et peuvent donc toujours être acquis
par des non-Canadiens. Une précision importante tout de même, c'est que la maison unifamiliale, le condo ou le bâtiment de 2 ou 3 appartements, 2 ou 3 logements, est visé par l'interdiction s'il est localisé, s'il est situé dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement. Alors, ne capotez pas immédiatement, ça correspond à une notion extrêmement précise, réglementée, qui se trouve en fait dans un document de Statistique Canada qui est visé par le règlement et qui est intitulé Classification géographique type CGT 2021. Alors, vous faites une recherche sur Internet, vous allez le trouver tout de suite. On peut éventuellement vous envoyer les cartes si vous nous le demandez suite à la formation, mais c'est quelque chose qui se trouve, je dirais peut-être pas facilement, mais relativement facilement. Et alors, la façon dont ça se fait, c'est que vous avez les cartes je pense qu'il y a à peu près 6 cartes, Québec Centre, Québec Est, Ouest, Nord, Sud, puis la zone de Montréal. Et sur ces cartes sont vraiment fragmentées par zone, et vous avez des zones qui correspondent à des zones d'agglomération, de recensement, et d'autres qui sont des zones de région métropolitaine de recensement. Alors, tous les immeubles résidentiels de 1, 2 ou 3 logements qui sont situés dans ces zones ne peuvent pas être achetés par des étrangers, mais toutes les maisons ou condos ou logements de 1, 2 ou 3 logements qui sont situés en dehors de ces zones ne sont pas visés par l'interdiction. Bon, évidemment, ce sont des zones de campagne. Hein. Ce n'est clairement pas des zones où il y a, je pense, beaucoup d'activités on est plus sur des chalets ou des choses. C'est plus grossir. Bon, voilà. Alors peut-être que ça va faire grossir certains villages, mais bon, je serais quand même surpris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur… oui, alors, il faut noter aussi que les terrains vacants ont été ajoutés dans le règlement là, pour être visés par l'interdiction. Donc, un étranger ne peut pas non plus acheter un terrain vacant qui se situe dans les zones d'agglomération et de région métropolitaine de recensement. Donc, un terrain vacant, je vous dis terrain vacant pour vous le vulgariser, mais ce n'est évidemment pas aussi clair dans le règlement. Dans le règlement, on parle d'un fonds zoné pour usage résidentiel ou mixte qui ne contient pas de logement habitable et qui est situé dans l'agglomération de la région métropolitaine. Donc, voici pour les immeubles résidentiels. On va maintenant vous parler, pour conclure, des conséquences de ne pas respecter l'interdiction en 2023 et en 2024. Eh bien, cette interdiction est sanctionnée. Ça, c'était déjà pas mal défini par la loi. Que prévoit la loi, en fait, pour la personne qui viendrait à contrevenir au moratoire? Eh bien, elle prévoit que le non-canadien qui viendrait acquérir un immeuble résidentiel sur cette période, et toute personne ou toute entité qui viendrait l'assister et le conseiller dans cette démarche, et là, on vise tous les acteurs du secteur immobilier, ça peut être aussi les personnes qui vont préparer le financement, les avocats, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, les notaires, eh bien, vont commettre une infraction qui est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sur une amende maximale de 10 000 $. Il est évident qu'en plus, le sachant, pour pas mal de professions, on connaît une code déontologique également, parce qu'on contrevient à une loi fédérale. Et cette loi vient également prévoir la culpabilité de toute personne qui ordonne, autorise, consent ou participe à la commission d'infraction par une société ou une entité. Donc, on a les dirigeants, les administrateurs, les mandataires, cadres, gestionnaires qui pourraient également être poursuivis et reconnus coupables pour les infractions commises au nom de la personne morale. Et puis, donc ça, c'est la somme, mais est-ce que ça peut être mis en cause, cette acquisition? Eh bien, en cas de culpabilité reconnue envers un non-canadien, la loi est venue préciser que la juridiction supérieure de la province où se trouve l'immeuble
peut rendre une ordonnance sur demande du ministre responsable forçant la vente de l'immeuble résidentiel de la manière et selon les conditions prévues par règlement. Ça, on l'attendait, donc je laisse la parole à notre avocat. Alors justement, on est sur vraiment le deuxième pan du non-respect. Hein. Vous avez bien compris avec Amandine que le premier pan du non-respect, c'est l'amende, c'est la pénalité, c'est l'infraction. Puis le deuxième pan, c'est, bon, une fois qu'on a pénalisé tout le monde, que tout le monde a payé son 10 000 pièces, qu'est-ce qu'on fait avec le bien, avec l'immeuble? Et donc, c'est là qu'intervient l'ordonnance de vente, donc qui doit être demandée par qui doit être demandée, devant la Cour supérieure et qui vise à vendre l'immeuble pour qu'il ne soit plus entre les mains du non-canadien. Alors évidemment, les conditions sont assez finalement logiques. Il faut que le non-canadien soit propriétaire de l'immeuble au moment où l'ordonnance est rendue. Il faut qu'il y ait eu un avis de donner à toute personne qui pourrait avoir à recevoir le produit de la vente, on va voir qui, et la juridiction doit être convaincue que l'incidence de l'ordonnance de vente ne sera pas disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de la contravention. Au niveau du versement du produit de la vente, eh bien, en premier lieu, ça va payer les frais de vente, y compris les frais engagés par le ministre, ou le ministère plutôt, pour présenter la demande d'ordonnance, puisque c'est lui qui la présente, ainsi que toute amende impayée par le non-canadien au titre de la loi. C'est intéressant de voir que c'est seulement l'amende impayée par le non-canadien qui est visée et pas l'amende impayée par les co-auteurs dont tu as parlé. Ensuite, le paiement à toute personne qui a droit de recevoir le produit de la vente, selon tout ordre de priorité que fixe la Cour, et ensuite seulement le remboursement au non-canadien de l'argent qu'il a versé. Et là, on met bien que c'est limité au prix qu'il a payé à l'achat de l'immeuble et pas plus. Donc après, s'il y a encore de l'argent après ça, parce qu'il y a une plus-value au moment de la vente, eh bien, le versement de toute somme résiduelle se fera au receveur général du Canada, donc à nous autres tous collectivement réunis. Donc, c'est intéressant. Je vois quand même une procédure finalement assez imposante, assez lourde. Y en aura-t-il beaucoup en l'espace de 2 ans, sachant que clairement les premières procédures en ordonnance de vente ne vont pas se faire au mois de février, hein, c'est plus quelque chose qui va se voir vers la fin de ce moratoire. Donc, j'ai déjà peut-être un peu de mal à voir si ce sera effectivement dans les faits appliqué. Mais je voulais aussi ajouter par rapport à ça un article intéressant de la loi qui peut peut-être sauter aux yeux de certaines personnes. C'est sur la validité de la vente. Et on indique que la contravention n'affecte en rien la validité de la vente de l'immeuble résidentiel en cause. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on impose des pénalités, on peut faire des ordonnances de vente pour que ce soit revendu, mais la vente n'est pas invalide. Ça, en fait, ça s'explique très simplement pour assurer la sécurité et la stabilité des obligations financières afférentes à la propriété. On n'est pas pour, évidemment, mettre à mal les obligations de paiement, toutes les obligations de paiement qui sont afférentes à un titre de propriété. On pense au compte de taxes, les taxes municipales et scolaires. La ville de Montréal va pas se faire, la ville de Montréal ou une autre, ne va pas se faire dire, va pas payer parce que la vente n'est pas correcte, poursuivez le vendeur. Ça créerait beaucoup trop d'instabilité à ce niveau-là, de même avec les syndicats de copropriété qui ne viendraient pas se faire dire que les frais de condo ne sont pas payés parce qu'une vente n'est pas valide. Alors, c'est la raison pour laquelle cet article est notamment dans la loi. Alors, il est 30 minutes passées. On a tenu dans les délais pour tenter de vous présenter ça de manière rapide et succincte et j'espère claire.